Alors, Jacques, première question, très simple. Présente-toi. Alors, je m'appelle Jacques. Je suis photographe depuis le 1er septembre 1969. J'ai démarré un apprentissage photo chez un maître, ce que moi j'appelais un maître à l'époque, quelqu'un qui m'a appris mon métier pendant 2 ans. Et puis j'ai passé un CAP et je me suis lancé. Voilà. Dans la photo sociale, ce que j'appelle la photo sociale, c'est photographier les moments de la vie. Voilà, les naissances, l'enfance, l'adolescence, le mariage, la famille et tous les événements marquants de la vie. Ce qu'était le rôle du photographe social à son origine. Voilà. Et que j'ai tenté de perdurer le plus possible. Et selon toi, tu as réussi à le faire perdurer, ce rôle? Je pense y avoir un petit peu contribué, effectivement, oui. Enfin, je suis assez satisfait de ce que j'ai pu réaliser. Voilà, pas trop de regrets. Comment est-ce que tu as trouvé ton style, ta patte, ton univers? Comment est-ce que tu as réussi à obtenir les images que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est pas arrivé tout de suite. On doit obligatoirement parler de cheminement au long d'une carrière. Voilà, alors les carrières, c'est fait de rencontres, effectivement, avec des personnes qui vont vous marquer, qui vont vous laisser leur empreinte. Vous allez vous inspirer de ces rencontres et puis créer votre propre cheminement. Je dirais qu'une grande rencontre, ça a été mon mariage, puisque on a forgé notre carrière avec ma femme, mais on s'est bien construit tous les deux. Voilà. Moi, j'avais les bases, j'avais les fondamentaux, puisque j'avais appris le métier de photographe. Et elle avait une connotation plus créative, plus créatrice, plus novatrice aussi. Et ce qui m'a aidé beaucoup, et elle m'a aidé surtout à sortir de mes zones de confort. On a cheminé tous les deux, on a évolué tous les deux, et jusqu'à un moment où on a fermé notre boutique, puisque maintenant elle travaille un petit peu moins. Voilà. Tu nous parlais de cheminement. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le cheminement qu'il y a ou qu'il y avait quand vous faisiez des prises de vue tous les deux? Le cheminement d'une prise de vue, comment est-ce que ça se passe depuis le moment où le client rentrait dans votre boutique? Alors, dès lors que le client rentrait dans la boutique, il fallait d'abord essayer d'affiner sa demande, savoir pourquoi il est là et quelle va être son envie. Rentrer dans une boutique de photographe, c'est une démarche qui est assez peu courante, somme toute. Les gens font assez peu. Si vous faites des sondages autour de vous, peu de gens ont eu affaire à des photographes professionnels. Donc on était là, nous, pour essayer de les guider, leur montrer des choses. Et alors, on explique comment ça va se passer, une séance de prise de vue. Si on part sur une prise de vue individuelle, classique, jeune femme qui a envie de se faire photographier parce que maman lui a demandé pour ses 20 ans, c'était effectivement une demande assez classique. Donc les gens viennent avec X tenues vestimentaires, des choses dans lesquelles ils se sentent bien, on va maquiller, coiffer, ça fait partie des rituels pour mettre à l'aise. On n'a pas affaire à des mannequins professionnels, on a affaire à des gens qui sont un peu inquiets. Donc on est là pour les rassurer. Donc le maquillage, le coiffage, toutes ces choses-là vont faire que la personne, au fur et à mesure, va se détendre. Et puis on va commencer les photos, commencer des séries d'images. Alors l'avantage du numérique par rapport à l'argentique quand même, il y a un truc, c'est que moi je m'en sers assez souvent. C'est que je réalise une image et dès lors qu'elle me semble intéressante, je fais voir à la personne photographiée. Et là, généralement, il y a quand même un petit moment de découverte et souvent de plaisir quand même. Parce qu'ils se découvrent sur un jour où ils ne se voyaient pas vraiment. Voilà. Alors c'est bien que tu aies fait cette transition parce que du coup, c'est vrai que tu as une carrière qui est jalonnée par des temps très forts dans la photographie, des changements techniques notamment. Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as appris, j'ai envie de dire, et le moment où le numérique est arrivé, par exemple? Alors, ce qui a changé, alors moi effectivement j'ai connu les étapes du tout noir et blanc au passage couleur avec l'arrivée de l'électronique, le traitement couleur, puisqu'on a commencé, moi j'ai fait mon premier stage de traitement couleur en 1978 chez Kodak, là où j'ai appris à développer et traiter les couleurs. L'arrivée du numérique chez moi s'est fait très tardivement. J'ai pas mordu dedans tout de suite parce que ça me semblait... L'informatique pour moi c'était quelque chose de complètement abstrait et c'était pas mon domaine, je m'y sentais pas à l'aise. Donc j'ai pas eu accès tout de suite. Le numérique est arrivé en 2011 chez moi très tardivement et je ne me rappelle plus la question que tu m'as posée. C'était tout simplement ce qui avait changé avec l'arrivée Alors du ce qui a numérique. changé, en fait, la technique a changé, les photographes ont changé. Les photographes ont changé puisque l'abord de la photo se fait plus tout à fait de la même manière. Il n'y a plus cette notion de photographe généraliste telle que moi je l'ai connue dans les années 70. Il n'y a plus cet abord-là. Maintenant, les photographes sont très spécialisés dans des domaines très pointus. Alors, il y a des domaines très pointus et puis il y a des domaines très libres. L'auto-entrepreneuriat a facilité l'accès à la photo sans avoir vraiment eu les bases de la photo. Et tu parles du numérique, donc tu y es venu très tard. Est-ce que c'était un choix d'y venir tard pour avoir une technique qui était mature, ou est-ce que c'est un petit peu par obligation que tu es arrivé au numérique? Alors ça a été un choix imposé puisqu'à l'époque je traitais couleur et noir et blanc, tout en direct chez moi. Pour moi c'était important qu'un photographe soit dépositaire de sa production de A à Z. De la préparation de son travail à la livraison du produit fini. Et en 2011, eh bien, j'avais un laboratoire couleur qui était devenu obsolète, donc je ne pouvais plus faire de production couleur. À l'époque, je faisais quand même encore un peu de mariage. Ne plus faire de couleur, c'était quand même un peu compliqué. Donc j'étais obligé de me rabattre sur le numérique. Et effectivement, au début, ma production numérique a été essentiellement en couleur. Et le noir et blanc, je conservais de l'argentique. J'avais continué à faire des bobines en argentique, en noir et blanc, que ce soit sur le portrait ou le mariage, et je faisais un peu de numérique en couleur pour... voilà. Donc tu gardais une partie, tu évoluais avec les deux techniques, argentique et numérique, l'argentique en noir et blanc. Pourquoi? Parce que tu avais ce rendu que tu préférais? Parce qu'il n'était pas assez bon en numérique? Pourquoi est-ce que tu évoluais avec deux techniques comme ça en parallèle? Alors, plusieurs choses. D'abord, le tirage noir et blanc que je faisais à l'époque ne me satisfaisait pas pleinement parce que l'imprimante que j'avais n'était peut-être pas à la hauteur pour faire les tirages que j'aimais bien en argentique. Et aussi parce que nous, on avait développé des techniques un peu parallèles sur le noir et blanc, que ce soit effectivement en affaiblissant les images, ferricyanure et autres, les virages, et surtout les colorisations, puisqu'on repeignait, ma femme repeignait les images, faisait des petites nuances colorées sur des noirs et blancs, et c'était un travail personnel très... Alors moi, je trouvais créatif au niveau du noir et blanc, et je trouvais ça intéressant au niveau du rendu. Et ça, moi, en numérique, je ne l'ai pas. Enfin, ça ne fait pas appel au savoir-faire qu'elle pouvait détenir, qui était quelque chose de totalement manuel et intéressant. Donc tu retrouves pas cette même chose avec le numérique, et ta retouche en numérique, elle consiste en quoi au final? Déjà, est-ce que tu retouches tes portraits, et comment est-ce que tu les retouches? Pourquoi est-ce que tu les retouches? Évidemment que je retouche les portraits, parce que la retouche, on a l'impression que le terme de retouche est devenu un terme à la mode récent, alors que ça a été quasiment, moi, en 1970, quand j'ai démarré, c'était les premiers travaux que j'ai appris à faire, c'est à retoucher les images. C'est-à-dire enlever les défauts qu'il pouvait y avoir. Alors effectivement, ça peut être sur des visages, atténuer des petites rides, des cernes,
enlever des boutons, des rougeurs, voilà, améliorer un visage, tout simplement enlever les petits défauts du quotidien. Voilà, le travail de retouche, c'est ça. Alors, on continue à le faire en numérique. Ouais, pour moi, je trouve ça effectivement infiniment plus simple maintenant. L'OTNI est autrement plus facile que ce qu'on pouvait faire en manuel il y a longtemps, évidemment. Pour toi, c'est quoi la qualité vraiment la plus importante pour un photographe social? Alors, la première des qualités, c'est effectivement l'empathie. Je trouve que photographe social, il faut d'abord aimer les autres. Alors, il faut aimer les autres et il faut être capable de pouvoir leur dire. Il faut être capable de pouvoir le faire ressentir. Une bonne prise de vue, un bon portrait, c'est d'abord et avant tout lorsque la personne sort de votre studio et vous dit « j'ai passé un super moment ». Elle n'a pas vu le résultat, elle ne sait pas ce qu'elle va avoir, mais elle a passé un bon moment. Ça dure 1 heure, 1h30, 2 heures, peu importe. Mais c'était un moment de vie sympa, un moment de partage, de rigolade. On s'est fait plaisir, tout le monde s'est fait plaisir, et forcément, ça se ressent sur le résultat, obligatoire. Quel conseil tu donnerais à un photographe qui, là, demain, souhaite s'installer en tant que photographe social? Alors d'abord, qu'il acquiert les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est effectivement toute la technique classique, basique. Alors, on va parler de lumière, parce que photographier, c'est peindre avec la lumière, tout le monde le sait. Donc ça, c'est la première des bases, c'est apprendre à lire la lumière. Je dirais que c'est presque les premiers écueils que l'on voit sur les portraits, parce que effectivement, avec l'arrivée de l'Internet, des portraits, on en voit des bons et puis beaucoup de moins bons. Et moi, les premières des choses que je regarde sur un portrait, c'est d'abord comment elle est éclairée, cette image. Dès lors que la lumière n'est pas bonne, pour moi, c'est rédhibitoire, le portrait n'est pas bon. Voilà, c'est pas rattrapable, voilà. Après, le cadrage, ça peut se modifier. Bon, voilà. Apprendre à faire une image qui soit une image construite. Lumière, cadrage, composition de cette image. Et après, vont venir des choses un petit peu secondaires, mais déjà apprendre tous ces fondamentaux-là pour avoir des bonnes bases. Et après, je dirais que avant de se lancer, c'est rencontrer des gens, faire des formations en direct, discuter avec les gens, travailler sur l'humain, faire de l'échange avec de l'humain. Ça me semble essentiel. Voilà. Donc c'est une transition qui est parfaite puisqu'on va parler de formation maintenant, et plus particulièrement de formation des jeunes, donc les BEP, les bacs pro et puis les BTS photographie qu'on trouve aujourd'hui. Je crois que ce sont les seuls diplômes dans cette tranche-là qu'on trouve. À ton avis, est-ce qu'ils remplissent totalement cette mission d'apprentissage? Tu parlais d'éclairage, de retouche aussi, de prise de vue, de contact. Est-ce que selon toi, ils préparent correctement en réalité du métier de photographe social, puisqu'on parle de ton domaine là? Alors, sur la photographie sociale, clairement non. Clairement non, mais je dirais que c'est presque normal, parce que les formations en 3 ans maintenant, à mon sens, un peu courtes. Et je préférais la formation d'avant où on avait un CAP en 2 ans et un bac pro 2 ans supplémentaires. Ça me semble que 4 ans, ça permettait d'acquérir un petit peu de maturité et de pouvoir faire ces rencontres-là au travers de stages, voilà. Et ces formations en matière de portrait, elles sont pour moi peut-être un peu justes, parce que peut-être que dans les écoles, il n'y a peut-être pas de vrais portraitistes qui sont à la pointe. Voilà. Et alors, pour toi, par rapport à l'expérience que tu en as, qu'est-ce que c'est un bon portrait? Qu'est-ce qui fait que voilà, tu es soufflé par un portrait ou qui te laisse complètement de marbre? Alors, un bon portrait,
Bon, il y a plusieurs choses. Le premier critère, c'est que quand vous regardez un bon portrait, il doit se passer quelque chose entre vous et l'image. C'est très important. Il y a une émotion forte, obligatoire. Un bon portrait, il y a une émotion forte. Voilà. Alors, j'aime bien raconter cette anecdote. J'ai chez moi un portrait dont je ne connais pas le photographe, donc je ne connais pas la personne qui est photographiée. C'est une reproduction que j'ai faite il y a très longtemps d'une vieille carte postale. Portrait d'une jeune femme avec un chapeau, avec une petite ombre sur les yeux, avec juste ce regard qui sort de cette petite ombre-là. Elle est plein pot dans l'objectif et elle vous parle. Et cette image, moi je la trouve belle parce qu'elle est simple, mais c'est un vrai portrait et elle raconte une histoire. Et un portrait doit raconter une histoire. Et histoire de continuer dans comment raconter les choses, pour toi, c'est quoi une bonne photo de mariage? Alors la photo de mariage, c'est pareil, il y a plusieurs degrés dans le mariage, enfin, il y a plusieurs périodes. Il y a les photos qu'on va faire du couple, où effectivement, si le couple dégage une forme de complicité, d'amour, de naturel, on va faire des images spontanées, sympas, voilà. Et puis il y a le reportage, toute la partie reportage où on va faire le suivi, la cérémonie, là où on va créer les moments d'émotion et choses. Bon, c'est un peu moins mon domaine parce que le reportage, c'est pas trop ma tasse de thé. Je m'y sens pas très à l'aise. J'aimais pas trop ça. Je préférais, ma femme faisait d'excellents reportages d'ailleurs. Elle était plus impliquée que moi. Toujours un petit peu pudique, moi, par rapport aux gens. Le fait de rentrer dans leur univers, j'ai toujours un tout petit peu de mal. Le portrait de couple, c'est différent, parce que le portrait de couple, c'est une histoire qu'on va créer entre vous et les deux protagonistes. Donc c'est quelque chose que je vais mettre en scène et sur lequel je me sens plus à l'aise. J'aime bien les choses que je peux effectivement mettre en scène. On va s'attarder quelques minutes sur le mariage, parce qu'on a beaucoup parlé du portrait que tu faisais dans ta boutique, mais tu as fait beaucoup de mariages et tu as été à l'époque de l'âge d'or de la photographie de mariage aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était avant d'être photographe de mariage? Alors c'était très compliqué. Alors moi, effectivement, 1998, ça a été le pic. J'ai fait 128 mariages cette année-là. C'était énorme. C'était énorme. J'avais un fabricant de cartonnage à l'époque. Quand il rentrait dans ma boutique, il se frottait les mains et il disait « Tiens, j'arrive chez mon gros client de l'Ouest ». J'adorais ça. Effectivement, les factures étaient salées. Mais on faisait beaucoup. Alors 128 mariages, le mois de juin c'était 29 mariages, c'est-à-dire quasiment tous les jours, photos de couple le matin et l'après-midi. J'avais mis au point, j'étais un des premiers photographes en France, en 1982-1983, à faire des photos de couple en dehors du jour du mariage. Ça a été excessivement compliqué à mettre en place, ça. C'est-à-dire qu'il fallait faire habiller les gens, faire coiffer les gens avant. Mais on passait une matinée ou un après-midi avec les gens et ça permettait de faire de jolies images, des albums conséquents. Et ça a été un peu difficile à mettre en place, mais ça a marché quand même relativement vite et intéressant. Bon, c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir aussi un nombre de mariages aussi important que ça, parce que ça libérait du temps énormément en semaine. Ce qui fait que le samedi, on pouvait consacrer à tout ce qui était photos de groupe, photos de famille et éventuellement reportage. Tu parlais des albums de mariage, donc des objets physiques. On n'avait pas forcément pensé à en parler dans les questions qu'on t'avait envoyées, mais je sais que tu es quelqu'un qui est attaché à cet objet physique, que tu as rendu très rarement, si ce n'est jamais, des fichiers numériques. Pourquoi est-ce que tu as cet amour de l'objet? Qu'est-ce que tu trouves dans la photographie objet que tu rends, que tu ne trouves pas dans une photographie que tu pourrais rendre numériquement? Très bonne question, ça. Pour moi, la photo, c'est d'abord un objet concret, quelque chose de palpable,
on parle de tirage, on parle d'encadrement, de présentation d'albums, de coffrets, mais avec des objets palpables. J'ai toujours un peu l'impression, quand je regarde un écran, que cette image, elle n'est pas forcément pérenne, et que cette image, elle peut s'évanouir. C'est marrant, c'est curieux ça. C'est une impression que j'ai souvent. Et j'ai besoin, moi, et c'est très fréquent encore maintenant, lorsque je fais un portrait, que je fais un tirage, et que je fais une séance qui me plaît, très vite, je fais un tirage, même sur un petit format, un A4, mais très vite, je fais un tirage pour avoir une preuve tangible, palpable, de quelque chose que je viens de réaliser. Après, on va le performer, le tirage, on va le présenter, on va en faire quelque chose de très personnalisé, mais j'ai besoin d'avoir cet objet entre les mains, de le toucher. Une photo, pour moi, c'est quelque chose qui se touche. Merci déjà d'avoir pris le temps. Et je voulais revenir sur un point assez intéressant parce que tu as été référent pour l'éducation et la formation des jeunes en photographie dans l'Ouest. Et moi, j'ai eu l'occasion avec toi de rencontrer des confrères dans les syndicats, le GNPP pour ne pas le citer. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes engagements vis-à-vis de la formation, vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis du métier de photographe, ce que tu as fait, j'ai envie de dire, à côté de ton métier de photographe, de créateur d'images, pour les autres photographes? Alors tu parlais du GNPP. Alors le GNPP, c'est un groupement qui est assez ancien, qui a malheureusement un petit peu de plomb dans l'aile à l'heure actuelle. Mais moi, j'en suis très reconnaissant au GNPP parce que ça a été un mouvement fédérateur, un mouvement qui a permis des rencontres, d'avoir des gens qui se sont impliqués et qui ont essayé de monter le métier de photographe social, de le tirer vers le haut. Alors j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens avec qui on a pu échanger. Et puis dans une carrière, dès lors que vous évoluez, eh bien, vous montez des échelons et vous passez de l'échelon stagiaire à un échelon un peu référent. Tu participes à des concours, puis tu as la chance d'être nommé dans ces concours, d'avoir des résultats. Et à ce moment-là, on fait appel à toi pour transmettre ce que tu sais faire. Ça a été compliqué ça au début parce que c'est difficile de transmettre. C'est difficile d'abord parce que est-on sûr de détenir quelque chose? Et je me suis dit que oui, dès lors que je transmettais ce que moi j'aimais. Et en fait, la transmission, c'est la somme de toutes les connaissances de tout le monde en fait. Si on est tout seul dans son coin, on peut être le meilleur cuisinier du monde, hein. Si on est dans le désert, on sera toujours dans le désert. Et il n'y aura personne autour de vous. Là, avec cette transmission que l'on va faire, que l'on va mélanger tous ensemble, il va en sortir quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Ça s'appelle l'échange et le partage. Donc effectivement, j'ai fait pas mal de stages, de formations, un petit peu, jusqu'au moment où, n'ayant pas adhéré au mouvement numérique, on ne me demandait plus, parce que j'étais plus une référence à ce moment-là, j'étais un petit peu considéré comme une relique, quelque part, quelqu'un d'un peu à part. Voilà, on respectait notre travail, mais c'était un peu has-been, quelque part. Bon, voilà. Et maintenant, ça revient, on me redemande à nouveau, et j'en suis ravi. Voilà. Parce que pouvoir transmettre, pouvoir discuter, voilà, dire aux jeunes ce que j'aime pas, et puis ouais, j'adore ça, quoi. Ça va être mon côté cabotin aussi, un petit peu, peut-être. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu partager tout ça avec nous. On mettra bien sûr en description les liens pour aller voir ton travail plus à même, au-delà des quelques repros qu'on a pu voir sur impression pendant l'interview.
Et j'invite hyper chaleureusement les gens à justement jeter un œil, éventuellement pour ceux qui en ont l'envie, la motivation et les moyens de faire des stages avec toi. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Et je te souhaite bon vent pour tous les futurs beaux projets que tu mèneras. Non, pour reprendre sur la formation, je crois que tu en as une, t'en as une en cours qui est en cours de bouclage. Tu en as régulièrement, tu en fais à peu près combien par an pour mettre un planning à peu près Alors, il faut plusieurs mois. Alors, je rappelle quand même que ces formations, elles sont prises en charge par les FAF. Elles sont prises à 100% pour les gens qui sont adhérents, qui ont un numéro de ciré, qui ont le droit à des années de formation, à des heures de formation. C'est une centaine d'heures par an, gratuites. Donc on en a un qui court pour le mois de mars à Belém, 3 jours avec 3 formateurs sur le portrait. Et j'en ai une à titre personnel au mois de mai, chez moi, dans mon studio, vers le 14 et 15 mai, sur les fondamentaux du portrait, justement, relancer les bases du portrait et acquérir ces bases, lumière, composition, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. On mettra tous les liens pour retrouver tout ça dans la description. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui vous remercie de bien vouloir m'avoir invité. Au plaisir de retrouver toutes tes photos régulièrement. Merci beaucoup.